Business Model. Derrière chaque prise de décision, des femmes et des hommes confrontés à des choix de chaque instant. Ce podcast vous éclaire sur les trajectoires d'ETI inspirantes et de leurs dirigeants. Business Model, présenté par Objectif ETI, est animé par Alexis Ferbeuf en partenariat avec l'Entertainment Lab. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Valérie Lorenz-Poinceau, qu'on avait déjà accueillie, mais qui a été une grande dirigeante d'entreprise avec Boiron, mais également chez Ondine et Operating Partner chez Archimède. Elle est aussi très impliquée dans tout le club ETI de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Valérie. Bonjour. C'est un grand plaisir de t'accueillir pour cet épisode. On avait déjà eu une rencontre, mais c'est un vrai plaisir de t'accueillir. C'est un épisode qui ouvre une nouvelle session qui s'appelle Business Model, qu'on a ouvert avec Objectif ETI. Parce qu'en fait, on se dit qu'on est dans un moment assez clé de notre pays et de l'Europe d'ailleurs, où il faut redonner un peu de croissance, de positif, d'enthousiasme. Et le concept intéressant de Business Model, c'est de se retrouver un peu dans les chaussures de la dirigeante, du dirigeant, avec tous les choix que ça comporte. Et comme première invitée, on voulait te recevoir parce que tu as été aux commandes déjà de beaux bateaux et on voulait échanger avec toi. Tout d'abord, Valérie, est-ce que tu peux nous redire en quelques lignes ton parcours et ce qui fait de toi ta singularité autour de la direction d'entreprise notamment? Donc, bonjour à nouveau et avec plaisir, ça me fait vraiment beaucoup de joie d'être avec vous aujourd'hui, une fois de plus. Donc moi, j'ai dirigé effectivement les laboratoires Boiron pendant des années et j'ai été confrontée à des crises successives, à une crise liée au déremboursement, à la crise du Covid, à une crise en interne parce qu'on a dû restructurer l'entreprise. Et également, j'ai été la présidente d'une entreprise française qui s'appelle Fitexia, qui fait des polyphénols. Donc c'était aussi très intéressant d'être aux côtés du dirigeant, cette fois-ci d'une entreprise plus petite, mais qui a eu une belle évolution. Et puis, comme vous l'avez dit, j'ai aussi eu à cœur de monter un club de dirigeants d'ETI à Lyon pour la région Auvergne-Rhône-Alpes parce que les dirigeants d'ETI ont bien besoin d'être soudés et de s'entraider face aux défis d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, tu trouves que c'est particulièrement fort sur la France et l'Europe d'aujourd'hui. Il y a un enjeu d'entraide et de partenariat qui est très fort sur les entreprises. Si on veut reprendre une place en Europe, qui est un sujet très actuel et français aussi. Alors, il y en a depuis longtemps. Moi, j'ai créé le club il y a 4 ans avec Jean-Mathieu Bizon qui est le président de Opteven. En fait, on a identifié ce besoin il y a bien longtemps parce que en France, les ETI sont très importantes, mais elles sont moins bien loties, on va dire, que par exemple en Allemagne. Et il y a vraiment besoin que nos politiques s'intéressent à nos ETI et soutiennent ces ETI. Donc, ça a été déjà un sujet, mais effectivement, dans le contexte actuel, avec les taxes dont nous parle monsieur le président Trump, avec le sujet de l'Europe, les relations avec la Russie, les relations avec l'Asie, c'est très important de pouvoir s'entraider et surtout de s'entraider. Pourquoi ? Pour pouvoir remonter les problématiques à notre gouvernement. Et redynamiser un contexte de croissance, on l'espère tous, qui reviendra. Peut-être en déclic et aussi, moi je voulais t'inviter parce que j'aime bien ta phrase « respirer, réfléchir et agir ». Uniquement dans cet ordre. Voilà, en plus uniquement dans cet ordre. Qu'est-ce que tu aimerais dire là-dessus sur une dirigeante ou un dirigeant d'ETI aujourd'hui qui doit un peu mener le bateau? Tu as dit dans un contexte d'incertitude, soit économique, soit aussi d'innovation qu'il va falloir avoir. Qu'est-ce que tu veux transmettre là-dessus? Parce que toi, tu l'as vécu, ça. Oui, je l'ai vécu. Effectivement, ce que j'ai envie de dire, c'est que, et ça c'est mon expérience, et chacun prendra ce qu'il souhaitera, c'est que plus on est en difficulté, plus on est en mode urgence, plus il faut s'arrêter. S'arrêter pourquoi ? Pour justement respirer, pour qu'on ait notre cerveau, qu'on soit calme, j'allais dire. Parce qu'on ne peut pas prendre une décision quand on est en mode stress ou en mode tempête. Il y en a besoin du calme en nous pour pouvoir prendre la bonne décision. Et aussi faire venir des idées. Parce qu'on ne peut pas dire on veut être en croissance si on n'a pas d'idées. Donc c'est pour ça que j'avais trouvé ce mantra quelque part dans l'entreprise et que je m'en sers encore aujourd'hui parce que souvent on vient nous voir en tant que dirigeant en disant oh là là attention le torchon brûle, là il y a un problème ici, on va dans le mur là, etc. Stop, il est urgent déjà de faire un arrêt,
de prendre le temps de sur respirer. image, pas de côté. Et parfois, il suffit de respirer pour que finalement, il y ait une autre info qui arrive entre-temps. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, c'est toute cette composante humaine du dirigeant d'entreprise ou de la dirigeante qui doit avoir cette lucidité, un moment de se dire attention, là, il y a beaucoup de stress, il faut que je prenne un peu de recul. Ça, il ne faut pas le sous-estimer, cette partie-là. Tout à fait, parce que quand on est dirigeant, bien forcément, les gens ils viennent toujours vers nous avec des problèmes. Alors, il faut les habituer à venir avec des solutions. Mais le premier réflexe, c'est de dire « Ouh là là, il faut que je la prévienne, que je le prévienne. Il y a telle problématique, il y a tel souci, etc. » Donc, on peut être le réceptacle de beaucoup de stress. Donc, pour ne pas en surajouter et plutôt calmer les esprits, c'est important soi-même de rester ancré, de rester calme et de prendre ce temps de respiration. Et si possible, de le dire aussi aux autres pour que les autres fassent de même. Et parfois, en pratiquant ça, les problématiques se résolvent d'elles-mêmes. Parce que le temps est le meilleur allié. C'est ce que j'ai rencontré aussi et c'est ce que j'ai pratiqué. De se donner un peu de temps, parfois fait que les choses évoluent très vite finalement. Et puis, quand une donnée va bouger, eh bien finalement, peut-être que la situation va changer et va se résoudre positivement d'elle-même. On sent le vécu. Et puis j'imagine avec tout l'équilibre qui va avec, le sport, l'entourage familial, tout ça évidemment est majeur quand on est une dirigeante ou un dirigeant de TI. Bien sûr, il faut rester en connexion avec soi et prendre aussi, manager une équipe doit commencer par se manager soi-même. Alors, toi qui as vécu des entreprises qui ont beaucoup grandi, je pense notamment à Boiron, qui avait déjà une belle taille, qu'est-ce que tu trouves, quels sont les défis un peu que tu vois des entreprises qui viennent dans un mode croissance et ETI ? Quels vont être un petit peu ces défis, toi, tu trouves ? Alors, c'est vrai qu'il y a selon les entreprises, il va y avoir différents types de défis, mais moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà le défi de rester en vie. Ça paraît, avant de parler de croissance, de vivre, de tenir déjà. De tenir et de payer les salaires, payer les salaires, répondre à toutes les exigences qui nous arrivent dessus. Je pense à la CSRD. Enfin voilà, il y a plein de normes, plein de choses qu'on doit faire dans une ETI qui nécessitent de mettre des moyens aussi, des organisations qui sont chronophages, qui sont coûteuses. Donc ça, c'est la première des choses. Quand on va parfois voir nos amis européens, il y en a pas ou il y en a moins. Alors oui, il y a des normes européennes, donc ça, tout le monde doit y passer. Mais il y a certaines problématiques, j'allais dire administratives, que n'ont pas certains de nos voisins. Donc ça, j'ai été confrontée aussi à ça. Et c'est vrai que du coup, il faut aussi savoir rester déjà en vie avant de dire on va faire de la croissance. Et ça, assurer la pérennité déjà d'une structure, c'est quelque chose d'important. Déjà. Oui. Voilà. Puis après, c'est vrai que tout le monde parle de croissance. Il faut voir aussi quelle croissance on veut faire. C'est pas la même chose de faire une croissance à 1 chiffre ou une croissance à 2 chiffres. Ça dépend de nos ambitions et ça dépend aussi de nos secteurs. Après, ce que je pense, c'est que dans ce moment-là que nous vivons, c'est important justement de rester bien ancré pour pouvoir avoir des idées et prendre des décisions qui vont être le plus possible les bonnes. Parce qu'on voit que le temps s'accélère, on voit que il y a quand même des difficultés à surmonter, mais il y en a toujours eu. Donc je pense qu'il faut pas non plus passer trop de temps à se plaindre. Tu penses que c'est plus qu'avant? Moi, je pense qu'il y a toujours eu. Je pense que le temps qu'on passe à se plaindre des difficultés, c'est le temps qu'on ne passe pas, et l'énergie qu'on ne passe pas à réfléchir et à mettre les choses au bon endroit. Il faut mettre les gens au bon endroit dans l'entreprise et il faut mettre les idées au bon endroit aussi pour y arriver. Et dans le contexte qu'on vit, je pense qu'il faut être créatif. On a eu la chance en France d'être des créatifs et toujours d'avoir des idées. Et bien là, c'est le moment. C'est le moment de dire je fais ça aujourd'hui dans mon entreprise. Alors, je vais prendre un exemple tout bête qui était l'exemple fétiche de mon prof de marketing qui nous parlait toujours du cas de Bic. Bic faisait des stylos. Bic a dit je vais changer mon positionnement, je vais plus faire que des stylos, je vais faire du jetable. Et donc, il a fait jusqu'à des planches à voile, des briquets. La diversification. Il a diversifié. Voilà. Donc, je pense que, pour moi, une des clés, c'est de dire, aujourd'hui, on est capable dans nos industries, on a des hommes, on a des machines, on a des idées, on a de l'énergie. On fait des choses aujourd'hui. Qu'est-ce qu'avec tout ça, on peut faire d'autres aussi ? Parce qu'on parle de mondialisation, puis là on parle de recentraliser. Certains pays il y a un certain protectionnisme. Donc qu'est-ce qu'on peut faire aussi chez nous, avec nos entreprises ? Il y a des choses qu'on ne fait plus en France,
comment faire pour les refaire, pour être moins dépendants. Voilà, donc, au contraire, moi, je vois le moment actuel comme une formidable opportunité de dire, allez, on se retrousse les manches et ça, on le fait nous-mêmes. Bah dis donc, c'est très bien transmis, hein, très enthousiaste et positif. Ça donne vraiment de l'énergie. Alors justement, sur ce côté finalement équipe, parce que c'est important, je retiens quand même de ce que tu viens de dire qu'il faut consolider les bases parce que il faut que le business tourne. Être créatif et agile pour aussi aller chercher peut-être les fameux océans bleus et l'innovation qui est aujourd'hui clé dans les secteurs, hein, ça tu le dis indirectement. Et il y a le côté humain aussi. Alors ça, tu l'as évidemment, c'est un point clé des entreprises. Télétravail, Covid, ça a bougé beaucoup de choses. Tu as dirigé quand même beaucoup d'effectifs. Quelles sont un petit peu les clés, toi, que tu as vues pour souder les troupes et peut-être voir comment parfois des boîtes familiales vont transiter vers des plus grandes entreprises ensuite quand des investisseurs viennent, etc. Ce sont un peu dans les enjeux ETI, côté humain. Alors après, forcément, je vais parler avec ma personnalité, avec mes filtres à moi et mes dadas un petit peu. Moi, j'ai toujours été une femme de proximité, une femme de terrain. Je suis une femme de terrain et une femme de communication. Donc moi, mes recettes, on va dire, c'est d'être présent. C'est d'être une vraie présence aux côtés des équipes. Je ne conçois pas, moi, de diriger une entreprise sans être aux côtés de mes collaborateurs. Très teamwork. Teamwork, présente, physiquement. Alors, j'ai rien contre le télétravail, hein, ça peut aider vraiment dans un nombre de cas très important, mais le télétravail à 100%, ça par contre, je suis contre. Je suis contre. Je pense que c'est compliqué. Ça dépend beaucoup des activités, des secteurs. Je pense que c'est important de se rencontrer parce qu'on ne se dit pas les mêmes choses quand on se voit. Le face-to-face, pour moi, est important parce qu'il y a tout le non-dit aussi. Et puis, les idées, elles viennent beaucoup plus quand on se voit que quand on s'appelle ou quand on se fait un Teams. Collaboratif. Et donc, je ne peux pas dire d'un côté, il faut qu'on soit créatif et de l'autre, on ne se voit pas. Voilà. C'est aussi souvent, mon dada, c'est de dire les questions, on les a au siège, les réponses, on les a sur le terrain. Donc, je pense qu'il faut aussi que son équipe, elle soit aussi comme ça. C'est-à-dire qu'elle soit en interne proche, que le dirigeant soit proche de ses équipes, mais aussi qu'il soit proche de ses clients, proche de ses fournisseurs, parce que c'est là que vous allez avoir les solutions, c'est là que vous allez avoir les idées. Donc, les fournisseurs en France, les fournisseurs à l'étranger, il faut se parler. Il faut prendre le temps de se parler, et c'est de ces échanges-là que vont naître les... Ça, c'est important ce que tu dis, parce que sur l'image du patron en France ou de la patronne, d'ailleurs les deux, parce qu'on va parler de board, elle on board évidemment, là, il y a peut-être aussi une évolution à avoir. Finalement, aujourd'hui, un manager ou un dirigeant ou une dirigeante devient un peu plus un coach, un peu en proximité. D'ailleurs, ça a été très soulevé pendant le Covid avec les visios et tout ça, d'avoir ce rôle proximité. Donc le rôle, il évolue aussi, hein. C'est ça. Hein. Forcément, comme le monde évolue, notre rôle, il doit évoluer aussi. Hein. On doit avoir un management souple, s'adapter aussi, un management situationnel. Ça, c'est très important parce que encore plus aujourd'hui qu'hier, il y a des personnes qui peuvent être en souffrance, des personnes qui peuvent accepter des situations, moins d'autres situations. Les jeunes générations sont différentes à manager, donc ça, faut l'intégrer. Donc je pense qu'il faut accepter au plus vite la diversité, accepter les différences, accepter aussi que tout le monde ne pense pas la même chose, et c'est de tout cela que naissent souvent les bonnes idées, et c'est le dirigeant qui doit justement être à l'écoute de tout ça. Une très forte écoute, très forte empathie. Écoute ça, 100%. Empathie, on sent que c'est ton école, et une grande adaptabilité à chaque profil, chaque parcours, et on sent que tu avais un management très humain. C'est ça qui t'a caractérisé. Moi, j'ai un management vraiment de proximité, humain bien sûr, ça va de soi, et aussi moi je suis quelqu'un de très ouvert à la critique. J'ai toujours aimé qu'on vienne me toquer à la porte. J'ai toujours dit, moi j'ai un management de la porte ouverte, et qu'on vienne me challenger. Tu trouves une patronne ou un patron, il est là aussi pour être fortement challengé à des moments. Oui, c'est important. C'est important. Si on a que des bénis oui, entre guillemets, excuse-moi l'expression, il faut des gens qui aient la capacité à venir tirer les choses. En question. Et moi, je parle souvent, d'ailleurs, je fais du mentoring aussi avec des dirigeantes, je parle souvent de la communication non violente. On peut tout dire, après, c'est comment on le dit. Donc, moi, j'invite souvent à reprendre ce schéma-là de communication non violente, de partager les faits, de partager ce que ça nous fait, et puis de dire ensemble, qu'est-ce qu'on fait ?
Une petite question sur le côté familial, parce que tu es très engagé en région Rhône-Alpes. On va parler aussi du régional, du décentralisé qui est important aussi en France. Il y a beaucoup de ces ETI qui étaient des boîtes familiales et qui ensuite finalement ont grandi. C'est quoi les enjeux des entreprises quand elles sont à ce carrefour ? C'est de pouvoir garder l'esprit l'ADN du départ. L'ADN, cet ADN familial, moi j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour les boîtes familiales. Il y en a de très belles en France. Boiron en fait partie, mais il y en a d'autres aussi dans la région où j'habite. Et si toutefois elle bascule vers un autre mode de gouvernance, c'est important qu'elle garde cet ADN de proximité avec les salariés. De respect aussi du salarié. Donc ça se fait très bien. Hein. Moi qui suis aujourd'hui operating partner dans un fonds spécialisé dans la santé, on le fait très bien. On est un fonds impact et on arrive, quand on rachète une boîte familiale, à garder un ADN et une humanité très forte. Et c'est ça qui me plaît d'ailleurs d'être dans ce fonds-là, parce que justement il y a ces valeurs. 2 sujets clés pour toi, tout ce qui est ton engagement avec Elle On Board, on va en parler sur l'aspect dirigeante aussi, avec un grand E à la fin, dirigeante, et puis l'aspect local, tu l'as dit, puisque tu es très impliqué dans le tissu aussi régional. Peut-être ce que tu aimerais dire sur ces 2 tendances importantes de société, évidemment les femmes aussi aux commandes et l'aspect régional. Alors les femmes aux commandes, on en parle beaucoup, et c'est vrai que moi j'ai monté le chapitre IWF à l'époque, International Women's Forum à Lyon, et depuis il y a un autre réseau qui s'est monté qui s'appelle Elle On Board, dont je fais partie. Je pense que c'est encore une fois pareil, il ne faut pas que des hommes, il ne faut pas que des femmes. Hein. La mixité, pour moi, est source de richesse, source aussi, encore une fois, de créativité. Donc, je suis pour, bien évidemment, aider, accompagner des femmes qui peuvent être à des fonctions de dirigeantes. Et pourquoi on est très motivé dans ce réseau ? C'est parce qu'on se rend compte qu'il faut qu'il y ait un vivier. Il faut qu'il y ait un vivier de femmes. Et aujourd'hui, avec la loi Grixin qui va arriver, il y a déjà la loi Copé-Zimmermann, mais la loi Grixin va arriver, il n'y a pas peut-être assez de femmes pour pouvoir accéder à des postes de haute responsabilité. Donc, il faut qu'elles en aient envie, il faut qu'elles aient les bonnes formations, il faut qu'elles croient en elles, et il faut qu'on croie en elles aussi. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a créé ça. Dans les boards, c'est pareil, il faut qu'elles aient accès à ces postes-là d'administratrices. Donc, je pense que ça fait partie des clés de la croissance aussi. On voit que des entreprises où il y a la mixité vont mieux réussir que des entreprises qui n'en ont pas. Et d'ailleurs, mixité homme-femme, mais aussi même culturelle et provenance des personnes. Voilà, culturelle. Je vois donc chez Archimède, on a 32 nationalités. Ça fourmille d'idées, du coup, et je trouve que c'est une grande richesse d'avoir des nationalités différentes. Tu vois une évolution forte depuis 3-4 ans sur le côté la féminisation des dirigeants, ou ça, il reste pas mal de challenges? Il reste pas mal de challenges. Pas mal de challenges, à la fois du côté des dirigeants et à la fois aussi du côté des femmes elles-mêmes qui doivent aussi avoir envie de monter. Et je dis toujours, on grimpe pas comme une échelle, hein, et c'est tout simple, etc. Je reprends les propos de Sheryl Sandberg qui dit souvent, c'est une cage qu'on escalade. Donc il faut aussi accepter que parfois c'est un chemin tortueux, on n'y arrive pas forcément tout de suite, etc. Mais il faut savoir parfois faire des pas de côté, accepter un poste. Moi, ça m'est arrivé dans l'entreprise de proposer à certaines femmes de faire des pas de côté, d'aller sur le terrain, d'avoir un poste un peu décalé. Je dis non, mais nous on voudrait tout de suite avoir ce poste. Je dis non, prenez ce pas de côté, vous allez apprendre beaucoup et vous allez même aller plus loin après. D'accord. Donc c'est avoir toujours ce que tu disais tout à l'heure, investir sur le temps. Oui. Et une patience qui peut ensuite payer sur le long terme. Absolument. L'aspect régional, alors, parce que c'est vrai que la France, en apparence, c'est quand même un pays encore très centralisé sur la région parisienne. Pourtant, mon ressenti à travers ce podcast, c'est qu'il y a des très très belles entreprises en région, et parfois qu'on ne connaît pas d'ailleurs, insoupçonnées. Comment tu vois ça ? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre ce qu'on octroie sur la région juste Île-de-France et la force de frappe qui est dans toutes ces régions finalement ? Alors c'est vrai que quand on est à Lyon,
c'est ce qu'on se dit. On se dit, on a l'impression quand on est à Paris qu'il n'y a que Paris. Alors que la région Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région des ETI. Très dynamique. Il y a de magnifiques ETI, en particulier des boîtes familiales. Et c'est pour ça que moi j'étais aussi motivée. Je pense à Vika aussi qu'on avait. Vika, mais il y a de très belles boîtes, Gade-Fossé. Enfin, il y en a plein. Il y a le groupe aussi avec Baptiste Rébier qui est maintenant le coprésident du club des ETI, qui a Fermob. Enfin, il y a plein de belles entreprises dans notre région, des entreprises industrielles qui offrent beaucoup d'emplois. Donc, c'est important de les soutenir. Donc, moi, je suis pas quelqu'un qui aime diviser. Je suis quelqu'un qui aime réunir. Donc, j'ai envie de dire, il faut que la France sera forte si on a conscience de toutes ces belles entreprises qu'on en a et on ne fait pas de différence entre une entreprise italienne et une entreprise française et une entreprise parisienne et une entreprise lyonnaise. Je veux dire, on est tous dans le même bateau et il faut s'entraider et il faudrait qu'on ait, je pense, et que nos politiques intègrent qu'il faut nous accompagner, surtout dans une simplification de toutes l'administratif qu'on a à faire, parce qu'on y passe beaucoup de temps. J'ai pas fait le podcast là-dessus parce que on voulait rester sur le positif. Faudra alléger. Tu fasses un podcast là-dessus, il faut alléger. Il faudrait d'ailleurs faire la liste des 10 choses à alléger, quoi. Un mémo avec une note ou un poster avec les 10 choses qu'il faudrait faire, les incontournables pour alléger nos entreprises, les aider à être plutôt des goélettes plutôt que des paquebots, quoi. Ouais, plus compétitives et un peu allégées. Les 2 dernières questions, Valérie, que j'aimerais te poser. Alors, c'est une question traditionnelle. Alors, je sors un petit peu, c'est ma côté un peu plus lifestyle. Toi, en termes de goût, donc c'est plutôt la personne Valérie. Ça peut être, on sent que tu dois bien aimer le sport. Hein, tout à fait. La respiration. Mais quels vont être un peu tes centres d'intérêt ou même des lectures, un film, une série, peut-être des choses que tu as vécues récemment qui t'ont un peu ouvert les chakras, comme on dit. Alors, moi, je suis une passionnée j'aime autant l'activité, le bruit, etc., que le silence, le calme et la nature. Et donc, ce qui me passionne, moi, c'est l'aventure, en fait. Et ça, je vais te confier que je l'ai su très récemment, parce que là, je viens de traverser une partie de la Laponie à ski. Et c'est là que j'ai eu ce déclic. Ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est qu'il y a quelques jours, Valérie m'a dit « je suis en Laponie, j'arrive bientôt. » J'ai dit « j'espère. » Oui, j'avais pas de réseau, donc on s'est appelé effectivement juste quand j'arrivais, parce que j'ai passé 6 jours sans eau, sans électricité, sans réseau. Wow. Et ça fait du bien. Et je trouve que d'autant plus et de surcroît dans le monde actuel, et ce qui se passe, c'est important de revenir aux choses essentielles. Et en fait, moi, je pense finalement avec ces aventures, j'ai aussi d'autres projets, j'aime bien faire du sport et des découvertes de pays, c'est que il faut revenir à des choses essentielles et simples, et il faut savoir se déconnecter aussi, pour mieux revenir, et du coup, avoir une sorte d'hélicoptère view sur ce qui se passe en ce moment dans le monde. Oui, et c'est vrai que le voyage, pour ça, c'est unique parce qu'on change de point de vue et on est dans un autre, tu l'as dit, une autre réalité, un autre paradigme. Tout à fait. Non, mais c'est vrai, quand j'ai croisé des Samis, donc c'est ce que nous on appelle les Lapons, mais là-bas ils s'appellent les Samis, c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout ces problématiques et ça fait du bien. De voir quelles sont leurs problématiques de il faut qu'on trouve de l'eau, mais il faut creuser à 1 mètre sous la glace. Voilà, c'est pas la même problématique que nous. La toute dernière question, c'est sur le conseil. J'aime bien toujours parler de la nouvelle génération. Les ETI, ça peut aussi avoir des nouvelles recrues, mais aussi des gens qui demain montent leur entreprise. Toi, ce que tu aimerais transmettre sur la génération actuelle de Alors, moi, ce que j'aimerais transmettre aux générations actuelles, c'est l'optimisme. Vraiment. Il n'y a pas que les générations actuelles, là c'est Global France. Là. Tu m'as interviewé sur les générations actuelles, mais voilà. Et moi je suis quelqu'un de profondément optimiste et confiante. Et pareil, je ne critiquerai jamais les jeunes générations. C'est chaque époque a sa chaque génération a ses caractéristiques. Et je trouve bien et je suis confiante quant au fait que les générations d'aujourd'hui et de demain sont adaptés et synchrones, on va dire, avec les défis et les enjeux qu'on va avoir à traverser. D'accord. Voilà, et ça fait du bien. Quand on se dit ça,
on a moins peur déjà, parce que une des problématiques, c'est la peur. Il ne faut pas diriger avec la peur, il faut diriger avec optimisme. Et donc regagner peut-être un peu d'insouciance, de fraîcheur et ça de légèreté. Et voilà, de légèreté à l'opposé d'une gravité qui peut être dans le contexte. Donc ça, il faut réussir à regagner cette fraîcheur. Oui, arriver à se dire rien n'est grave, rien n'est important. Voilà, tant qu'on est en santé, qu'on a de quoi se nourrir, c'est vraiment l'essentiel. Eh bien Valérie, c'était un grand plaisir de t'accueillir pour ce premier épisode de Business Model dans le cadre de l'Entertainment Lab qu'on a ouvert avec Objectif ETI. Pour tout ce partenariat qui se met en place, on va essayer de parler des femmes et des hommes qui, comme toi, véhiculent des bonnes ondes et qui permettent de faire développer des grandes entreprises. Donc merci beaucoup Valérie. Merci Alexis. Ce témoignage vous a inspiré ? Découvrez plus de portraits de dirigeants et d'éclairages d'experts sur le site d'Objectif ETI, propulsé par RSM.